Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi. Nous commentons, vous le savez, tous les jours l'actualité avec aujourd'hui Hassen Amou. Bonjour. Bonjour. M'entendez Hassen Amou? Oui, bonjour. Donc vous êtes responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour à vous. François Coq, enseignant, essayiste, vous avez publié L'impératif démocratique. Et Patricia Balme, vous êtes communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour à vous Valérie. Également. Donc où est passé Emmanuel Macron? On attendait quand même une réaction peut-être du président de la République à propos de ce qui s'est passé vendredi, de cet attentat, de cette attaque au hachoir. Il est allé en Lituanie, il s'est exprimé sur le Liban, rien sur la France. On va parler des mineurs isolés. Que fait l'État? Pourquoi autant d'impuissance? Et puis hier, Rachida Dati a annoncé qu'elle souhaitait être se présenter à la présidence de la République. Et Anne Hidalgo commence à semer elle aussi des petits cailloux. On va parler de tous ces sujets, on va parler des cirques. Enfin, restez avec nous et vous pouvez réagir 0826 300 300. Petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être commençons avec Hassen Amou. Vous êtes à Marseille, je le rappelle. Oui, bien sûr. Et puis l'actualité est brûlante ici avec depuis dimanche soir la fermeture des restos dans toute la ville et des cafés. Et donc moi mon coup de gueule c'est un peu même si je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique qui est de dire Paris-Marseille, mais c'est cette gestion de la crise par Olivier Véran, donc avec distance, qui a produit un décret qui à mon humble avis est un non-sens quand on connaît géographiquement la ville, puisqu'il interdit à Marseille et à Aix donc l'ouverture des restaurants et des cafés, alors qu'on a l'une des zones les plus grandes d'Europe qui est plan de campagne, qui aujourd'hui, elle, peut ouvrir et continuer à avoir une activité donc de restauration. Et donc, ça, la verticalité dans les décisions que le gouvernement prend continue, sans consulter, sans discuter, et donc en nous faisant croire en plus que l'urgence lui imposait de faire ça dimanche soir et qu'il n'y avait pas d'autres solutions alternatives, beaucoup plus douces à mettre en œuvre en concertation avec les élus locaux et les syndicats. Ouais, oui. On l'a évoqué. Patricia, oui, un mot, on l'a évidemment, oui, moi, on en a beaucoup parlé. Tout ça est incohérent. Je crois qu'il y a un métro à Marseille et le métro n'est pas fermé. On autorise les gens à aller dans le métro de Marseille et je pense qu'il y a quand même une proximité, il n'y a pas de distanciation dans le métro. Alors que beaucoup de restaurateurs ou de gens qui ont des bars ont respecté des mesures de distanciation. Donc c'est encore une fois incohérent toutes ces annonces. Ouais, non, mais on l'a évoqué, incohérent. Alors les médecins le justifient en disant qu'on n'a pas de masque, on n'a pas dans les cafés, mais c'est vrai que voilà, incohérence. On l'a vu avec l'université. Vous nous l'avez dit vous aussi, François Coq, la semaine dernière, où vous voyez des choses dans les universités, là où vous enseignez, qui sont pas cohérentes non plus. Au collège même, oui, il n'y a aucune distanciation physique et les épidémiologistes sont les premiers à dire que le port du masque, s'il n'y a pas de distanciation physique qui est mise en place à côté, n'a pas de sens. Sauf que dans les collèges et dans les lycées, c'est la grande pagaille. Enfin, hier, j'ai vu des élèves faire des mêlées dans les couloirs, quoi. Ouais, donc c'est voilà. Mais vous avez entendu les médecins, il est essentiel tout de même de faire attention et peut-être quand j'entends les auditeurs hier qui nous disaient on n'est pas des enfants, il faut pas nous infantiliser. Voyez ce que nous apprend le Parisien ce matin. Certains contrôleurs à la SNCF auraient continué de se rendre au travail malgré le fait qu'ils soient contagieux, contaminés au coronavirus, par peur de perdre leurs revenus. On peut le comprendre, il y a peut-être un véritable problème de salaire à la SNCF. Néanmoins, quand on est responsable, qu'on sait qu'on peut contaminer, on ne va pas à son travail, on ne va pas contaminer. Donc infantiliser peut-être, mais l'irresponsabilité, elle est là aussi de la part de certains. Peut-être un commentaire tous les quatre sur ce que nous apprend le Parisien ce matin. Moi, je pense, Valérie, que Oui, Patricia. Oui, non, pardon, Rafik, si tu veux y aller. Rafik Smati. Vous savez, hier à Londres, un décret a fixé à 10 000 livres l'amende pour tous ceux qui seraient pris à l'extérieur alors qu'ils devraient être en quarantaine. Je crois que
Effectivement, on peut pointer du doigt un certain nombre d'incohérences, et il y en a énormément, mais le postulat de notre raisonnement doit rester le même. Il y a un virus, le virus est grave, et seul le fait de se confiner lorsque l'on est atteint permet d'endiguer la propagation de ce virus. Je n'ai pas envie de faire partie des 70 millions épidémiologistes que compte la France aujourd'hui et avoir mon avis médical sur la question. Il y a un virus, c'est un fait. Je connais des gens qui l'ont eu et qui en sont morts. Donc, soyons raisonnables. On peut se plaindre d'être infantilisé, mais cela exige de la responsabilité. Et moi, ce que j'observe auprès d'une grande partie de nos compatriotes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de discipline collective dans notre pays. Et donc, il appartient, quand il n'y a pas de discipline, au pouvoir exécutif de faire régner l'ordre, y compris l'ordre sanitaire. Oui. Alors, Patricia. Moi, je comprends ce que vient de dire Rafik Smati. Je dis simplement que pour beaucoup de salariés, et que ce soit dans les entreprises, mais en particulier à la SNCF, où il y a déjà de telles difficultés, il est vrai que les contrôleurs et le personnel de la SNCF se dit je n'arrive pas à finir mes fins de mois, donc je vais essayer d'aller. Voilà. Donc le problème là n'est pas un problème par rapport à l'État, aux sanctions de l'État. Les sanctions, il y en a. Vous vous promenez dans la rue sans masque, vous êtes arrêté, 135 € d'amende. Donc on ne peut pas dire que l'État ne sanctionne pas. Mais le problème, ce sont les fins de mois et c'est le pouvoir d'achat. Et c'est tout ce qu'a entraîné ce Covid, et on ne parle même pas des faillites des entreprises dans les mois à venir. Oui, Sacha, qui est un auditeur, dit à l'hôpital, même avec un PCR positif, on demande au personnel d'aller travailler. Ça, c'est une information assez étonnante. Mais c'est l'une des causes, Valérie, importantes de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'État, dans la manière dont il gère la crise, continue à pousser les gens, d'une certaine façon, à aller travailler, à leur mettre le couteau sous la gorge. Regardez la différence et ce qui s'est passé au mois de mars avec l'Allemagne. On nous a expliqué qu'en Allemagne, le virus avait beaucoup moins pris parce qu'il y avait une culture spécifique en Allemagne où dès que les gens ont un petit pépin physique, ils s'arrêtent. Il y a beaucoup plus d'arrêts de travail, ils sont beaucoup plus intégrés culturellement en Allemagne qu'en France. Alors qu'en France, on est dans la sanction immédiate, on met en place des jours de carence pour les uns, pour les autres, on les élargit, on continue à les mettre en place même aujourd'hui pour les soignants qui sont pourtant les premiers à être contaminés par le Covid. Donc c'est bien facile au bout d'un moment de renvoyer les gens à leurs responsabilités individuelles quand les mesures ne sont pas prises pour permettre aux gens de pouvoir continuer à vivre dignement malgré la crise. Ce n'est pas aux gens de porter sur leurs seules épaules cette responsabilité-là. Ils en prennent largement leur part et ils l'ont montré depuis maintenant plus de 6 mois. Hassan Amou. Non, mais je crois que la grande question, c'est effectivement la responsabilité et par définition aussi le libre arbitre du policier qui va estimer que la personne qui respecte pas les restrictions doit se faire verbaliser ou pas. Et je crois que quand même, l'air de rien, et on le dit pas assez, les Français, dans une grande majorité, ont été extrêmement disciplinés dans les jours de confinement et dans l'ensemble, dans comment est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour s'équiper en hydroalcoolique, en masque, et en faisant en sorte que les salariés, dans une grande majorité, soient protégés avec du télétravail, puisqu'on a des chiffres aussi. On n'a jamais eu autant de gens au télétravail. Donc, je crois qu'il faut responsabiliser. Et l'État, il ne faut pas qu'elle se place non plus, parce qu'après, d'ailleurs, elle va s'en plaindre, en étant celle qui assiste dans tout. Je pense que le grand sujet et la phrase sur laquelle on pourrait finir cette parenthèse-là, c'est de se dire, voilà, il faut responsabiliser davantage peut-être, et un peu moins infantiliser, effectivement. Oui. Mais alors au-delà effectivement de ce qui s'est, pas au-delà, vous trouvez que c'est responsable d'aller travailler quand on est malade ? Bien sûr que non, Valérie. Non, mais c'est surtout pas responsable. Hein. Vous avez tout. Moi, ce qui va être très compliqué, c'est que aujourd'hui, on le sait, avec l'arrivée de l'hiver, il va y avoir un tas d'autres symptômes qui pourraient être confondus. Oui. Parce que certains vont pouvoir tomber malades, certains vont pouvoir choper aussi des grippettes. Et comment est-ce qu'on va faire la distinction des deux ?
sachant qu'un certain nombre de services sont engorgés, que les tests et les résultats de tests prennent du temps dans certaines villes parce que il y a un temps qui s'est donc étendu. Donc tout ça, ça va demander à ce que chacun puisse aussi à un moment donné évaluer la situation. Et c'est vrai que pour les cas, la majorité des cas, il faut que les gens soient dans la précaution. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on reste à la maison. Mais alors, il y a vraiment à creuser. Je suis contente d'avoir abordé ce sujet parce que Christiane nous dit, je confirme, mon fils est ambulancier, idem pour lui. C'est à ne plus rien comprendre, c'est-à-dire qu'on lui demande d'aller travailler même s'il est contagieux. Alors là, j'avoue que je tombe de l'armoire, comme on dit. Bon, on aura l'occasion de reparler du Covid. François, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule parce que j'ai découvert ce week-end dans le journal du dimanche que 5 membres du cabinet de Madame Pénicaud, dont son directeur de cabinet de l'époque, Monsieur Fouché, lancent un cabinet de conseil en stratégie sociale et raison d'être. Et l'objet est, disent-ils, d'aider les entreprises à conjuguer business et bien commun. Alors moi, je commence à en avoir un petit peu assez de tous ces passages dans les cabinets des uns et des autres, de celles et ceux qui se servent de ces passages dans les cabinets comme un marchepied dans un plan de carrière. Voilà, il est révolu le temps du service de l'État. Là, on voit ceux qui ont démantibulé le droit du travail avec Madame Pénicaud, qui ont cassé et mis au rabais l'assurance chômage, qui ont réduit les critères de pénibilité au travail, qui ont signé et mis en place des accords de performance collective. Tout cela qui ont attaqué le marché du travail, de fait, ils vont essayer d'aller faire fructifier leurs méfaits qu'ils ont mis en place au ministère en s'assurant que les grandes entreprises profitent bien de la casse organisée. On avait eu droit lors de la première séquence du Covid aux révélations sur le fait que M. Attal et M. Griveaux conseillaient Mme Touraine à l'époque et étaient responsables en grande partie du désastre sanitaire et de la pénurie de masques, de tests et de tout ce dont nous aurions eu besoin. On voit finalement que ces pratiques, dans un autre registre, continuent avec des plans de carrière qui sont faits via les ministères. C'est-à-dire qu'ils remontent un cabinet, ils n'ont plus de boulot, donc ils montent leur boîte avec les compétences qu'ils ont. Les entreprises à conjuguer business et bien commun. Vous voyez, ils ont mis en place un certain nombre de choses pour déréguler le marché du travail depuis 3 ans. Et c'est ça maintenant qu'ils vont aller expliquer aux grandes entreprises, parce que c'est elles qui vont s'en servir, comment utiliser les pires rouages de ce qu'ils ont mis en place. Rafik Smati, votre coup de gueule, on va finir notre tour de table. Votre coup de gueule ? Le gouvernement vient de présenter le budget de 2021. Alors c'est un budget qui évidemment prévoit une dette colossale, abyssale, et c'est normal. Étant donné les circonstances, il y a effectivement de l'argent à mettre pour relancer la machine économique et pour faire en sorte que les entreprises puissent traverser la crise. Mais qui dit dette exige en réalité de réformer l'appareil d'État. Parce que de deux choses l'une, il faut bien financer ça quelque part, puisque ça ne sera pas sous forme de hausses d'impôts, il est essentiel, il est vital de réformer l'appareil d'État. Et donc, d'une certaine façon, en corollaire, réduire les effectifs de la fonction publique, à terme. Réduire les effectifs de la fonction publique, j'insiste, parce que je connais par cœur les contre-arguments qui sont opposés, c'est pas réduire le nombre d'infirmières, le nombre de policiers et le nombre de médecins dans les services d'urgence des hôpitaux. Tous ceux qui vous attaquent là-dessus, c'est de la démagogie. Réduire la fonction publique, c'est attaquer le millefeuille bureaucratique, technocratique qui fait qu'aujourd'hui, dans certains hôpitaux, vous avez 40% du personnel qui n'est pas du personnel soignant, mais du personnel purement administratif. C'est un léviathan qu'il faut attaquer, et vous avez le gouvernement qui prévoit de supprimer 157 postes dans la fonction publique en 2021. 157 postes, quand l'objectif de Emmanuel Macron était d'en supprimer 60 000. Il faut avoir conscience d'une chose, Valérie Expert. Un poste de la fonction publique, quand vous embauchez quelqu'un dans la fonction publique aujourd'hui, c'est pour 40 ans, et ensuite pour 20 ou 30 ans de retraite. C'est donc un engagement sur 70 ans. Donc, on ne peut pas, comme ça, dilapider l'argent des Français, les projeter sous forme de dette. Et je veux dire que les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Donc, cette absence de réforme de notre appareil technocratique qui est fait par lâcheté ou par manque de courage politique, ce sont vos enfants, à vous tous, autour de cet écran, et vos petits-enfants qui les payeront demain. Et ça, ce n'est pas acceptable. On va passer à Patricia, coup de gueule qui va lancer notre premier sujet. Vous revenez, vous, sur l'attentat qui a eu lieu vendredi contre les anciens locaux de Charlie Hebdo avec ce jeune Pakistanais, enfin pas si jeune que ça finalement. Moi, je suis très, très en colère.
Je suis en colère, bien évidemment, et je pense aux victimes et aux familles des victimes. Et heureusement qu'ils ne sont pas aujourd'hui, que le pronostic vital n'est pas engagé. Mais au-delà des faits et au-delà de ce qui s'est passé, ce monsieur qui n'a pas 18 ans mais 25 ans déjà a triché sur son âge. Il est entré en France grâce à l'espace Schengen, il est passé par la Turquie, il était allé en Iran auparavant et il vient en France, il se présente comme un mineur et là tombent évidemment les aides de l'État à ce que l'on appelle les mineurs isolés. Il est interpellé au mois de juin en gare du Nord. Il a sur lui non pas un tournevis comme on l'a dit au début, mais un hachoir. Et puis on lui dit certainement que c'est pas très bien et qu'il vaut mieux ne pas se promener avec un hachoir. Et on le laisse dans la nature. Et vendredi, il frappe. Alors au-delà du sujet d'abord de ces gens qui rentrent en France, qui dénigrent la France, parce qu'il a fait une vidéo dans laquelle il explique que la France est un pays de mécréants, il n'aime pas la France. Alors il a bénéficié des aides de l'État. Des aides aux mineurs étrangers, pour lequel d'ailleurs il y a un taux de fraude considérable parce qu'on ne procède pas à l'examen de l'âge osseux de ces mineurs et c'est comme ça que l'on détermine l'âge d'un individu. Et en général, à l'issue de la majorité de ces mineurs entrés en France, ils se voient attribuer pratiquement automatiquement un titre de séjour. Donc je pense qu'il y a un problème sur ces mineurs étrangers non accompagnés qui rentrent en France. Ce problème est à revoir et à saisir d'urgence parce qu'il y en a beaucoup comme lui qui se promènent dans la nature et qui n'aiment pas la France. Donc il faut mettre en place une mesure coercitive. Et moi, je dirais que ce garçon qui n'avait pas 18 ans, mais 25, quand on l'a interpellé en gare du Nord, on le prenait, on le renvoyait dans son pays d'origine. Voilà, je suis en colère. C'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé la double peine, hein, cette double peine-là. Alors, on va y revenir dans un instant. On marque une petite pause. 0826 300 300. Que faire de ces mineurs isolés? Que peut faire l'État? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité. Patricia Balme, donc juste avant la pub, nous criait sa colère devant ce qui s'est passé vendredi, en particulier sur cette situation des mineurs isolés qui arrivent principalement du Maroc, qui sont pris en charge. Ils sont de plus en plus nombreux à être pris en charge. En 2006, ils étaient 8054, 14 908 en 2017, 17 000 en 2018, 16 000 en 2019, selon les derniers chiffres. Donc ce sont des chiffres qui sont en augmentation, des immigrés qui souvent affirment être mineurs, mais dont on peine à contrôler l'âge exact. Des associations qui ont pour mission de définir l'âge de ces jeunes étrangers n'arrivent pas forcément à le faire. Et puis là, dans le cas de l'auteur de l'attaque à l'arme blanche, un juge avait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à l'estimation de son âge. Donc c'est vrai que il y a un moment où il faut se poser la question, et pour ces jeunes qui se retrouvent parfois totalement abandonnés, et pour la sécurité également de l'État. Qui veut intervenir? Hassan Amou, vous êtes responsable associatif, vous avez à Marseille aussi des jeunes mineurs réfugiés. Oui, il y en a aux abords de la gare Saint-Charles d'ailleurs. Et je pense que pour le coup, Pamela, sur une certaine partie, a tout à fait raison. On ne peut plus accepter Pardon ? C'est Patricia. Patricia, excuse-moi. Et a tout à fait raison. C'est que je pense qu'on peut plus se permettre d'avoir ce genre de profils qui viennent comme ça, totalement livrés à eux-mêmes, dont on ne connaît pas les réseaux et les motivations, qui se retrouvent sur un territoire comme le nôtre, et donc qui pourraient en plus causer des actes qui sont graves. À Marseille aussi, on a des mineurs isolés qui, en plus, sont livrés à la délinquance, puisque pour subsister, ils se mettent à causer des délits qui sont des délits pénalement répréhensibles, que sont le vol, le trafic, le cambriolage, donc tout ce qui est à leur portée. Après, le problème qu'on a, c'est cette solidarité que la France doit avoir vis-à-vis d'un certain nombre de mineurs qui viennent ici parce qu'ils fuient réellement la guerre,
fuient réellement des difficultés certaines, il faut qu'on puisse les aider, mais les accompagner. Là, ce n'est pas le cas. On a des jeunes qui sont totalement livrés à eux-mêmes et qui commencent maintenant à s'organiser entre eux en dehors sans prendre en considération. Mais que je sache, le Pakistan, même si c'est un pays difficile, n'est pas un pays en guerre. On voit des mineurs qui viennent du Maroc, ce n'est pas un pays en guerre. On voit des Africains de pays qui sont certes dans une très grande misère, mais qui ne sont pas en guerre. Donc, que fait-on? Quels sont les critères, Rafik Smati, sur ces... Oui. Alors, pardon, Hassen, oui, un mot encore. Non, mais clairement, là, c'est à l'État d'organiser peut-être le rapatriement dans le pays d'origine. Effectivement, à un moment donné, il faut aussi avoir une autorité qui organise donc le rapatriement de ces personnes et qui leur dise, voilà, vous ne correspondez à aucun critère d'accueil dans notre pays. Oui. Rafik Smati. Nous sommes dans un scénario qui est absolument stupéfiant, où la France, qui s'est toujours illustrée par sa générosité, par son humanisme, le pays des Lumières, mais nous sommes en train de nous suicider à cause de notre générosité et de notre humanisme. À un moment donné, il faut savoir mettre les curseurs aux bons endroits. Être humaniste, être généreux, être ouvert sur le monde, ça ne veut pas dire ne pas mettre de règles et surtout ne pas les faire respecter. Ça ne veut pas dire accepter, comme on l'a vu la semaine dernière, un jeune mineur, mais qu'il soit majeur, c'est exactement la même chose, qui soit arrêté avec une hache, à qui on fait un simple rappel à la loi et qui ensuite commet un attentat. C'est pas possible. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si nous voulons remettre notre pays sur des bonnes rails, et si nous voulons faire société, et nous sommes déjà 70 millions à devoir faire société aujourd'hui, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, avec un chômage de masse, avec une fracturation de la société à tous les niveaux, il faut être capable d'envoyer un message simple. On a beau être généreux, on a beau être humaniste, nous ne sommes pas capables aujourd'hui, nous la France, d'accueillir en masse des immigrés venant de pays divers. À une exception, ce sont les vrais réfugiés politiques, c'est-à-dire ceux qui sont réellement en danger dans leur pays. Et cela représente, hélas, qu'une minorité de ceux que nous accueillons malheureusement sur notre territoire. Et je vais vous dire, et je vais renfoncer le clou en termes d'humanisme et de générosité, si demain la France revient en plein emploi, si demain il y a un vrai récit national qui s'appelle la France et que nous allons tous dans le même sens et qu'il y a un vrai rêve français qui fait rêver le monde entier, et si nous avons besoin pour faire redémarrer la machine et puis l'accélérer de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère et à réouvrir nos frontières, nous le ferons. Mais c'est juste pas le moment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise grave. Eh bien, il est important de mettre en place des principes fondamentaux, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières, l'application de la loi, toute la loi, et la tolérance zéro. Oui. Sauf que c'est pas le cas, et vous voyez que la responsabilité du juge, en l'occurrence, qui a estimé qu'il ne fallait pas le renvoyer dans son pays également, il y a cette décision qui a été prise, est grande aussi. Vous ne pouvez pas aller contre cette décision parfois de certains juges. François Coq. Non, mais il faut modifier la loi. Ouais, si la loi n'est pas bonne, il faut changer la loi. C'est le principe d'une république. Non, mais là, il aurait pu être reconduit dans son pays quand même. François Coq. Oui, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est le devoir d'humanité et le respect du droit aussi, parce que le droit international, ça existe. Et le fait d'accueillir ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, ça fait partie du droit international. Et donc, nous en prenons une part, d'ailleurs, d'une manière plus restrictive que ce qui est préconisé. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies préconise le fait qu'il y ait une présomption de minorité, c'est-à-dire que les jeunes qui débarquent, on suppose qu'ils ont moins de 18 ans. En France, ce n'est pas le cas, on ne les traite pas comme ça, leur dossier est étudié, et je vais y revenir, et soit on dit qu'ils ont moins de 18 ans, soit on considère qu'ils ont plus de 18 ans. Mais il faut savoir que si on dit qu'ils ont plus de 18 ans, on rentre dans une zone grise, d'abord, pour le coup, où on les perd, et ça c'est un problème. On perd la visibilité qu'il y a sur eux. Et il faut savoir aussi que 70% des déboutés sont in fine reconnus comme des gens qui avaient réellement moins de 18 ans. Donc on a un problème au début pour faire le diagnostic de ces jeunes et des situations de ces jeunes. Et pourquoi a-t-on un problème? Parce qu'on a un désengagement de l'État. La responsabilité est confiée à qui? Est confiée en grande majorité aux associations pour traiter ce problème, des associations qui voient leur budget de plus en plus rogné sur la question du logement de ces personnes, sur l'accompagnement par rapport à l'éducation. Et donc, on a des jeunes qui disparaissent, qu'ils aient plus de 18 ans ou moins de 18 ans, qui disparaissent des radars. Les décisions de raccompagnement à la frontière ne peuvent pas être prises puisqu'on les a perdues en cours de route.
Et dans bien des cas, on a aussi une bombe à retardement parce que toutes celles et tous ceux qui, de bonne foi, Monsieur Smati, parce que moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, il n'y a pas une minorité qui vient de bonne foi, il y en a beaucoup qui viennent de bonne foi, mais tous ces gens-là sont abîmés par la vie et ils deviennent des bombes à retardement aussi parce que leur parcours, leurs épreuves de vie font que derrière, ils subissent des troubles psychologiques, des dépressions. Et donc, il y a besoin de cet accompagnement. Et c'est à l'État, aujourd'hui, de prendre sa part et non pas de rejeter ça sur des associations à qui il donne de moins en moins de moyens. C'est une façon de mettre la poussière sur le tapis sur ce qui est un problème réel. Ça, je l'entends et ça, je le dis. Mais vous parlez de troubles psychologiques. Mais ils ont des troubles psychologiques, mais on n'accueille pas des gens qui sont prêts à commettre des attentats et ils ont des troubles psychologiques. On va aussi prendre des psychanalyses, on va les mettre dans des hôpitaux pour les soigner. Mais il y a 17 000 terroristes cette année qui sont rentrés sur le territoire, c'est ça que vous dites, 17 000 terroristes de moins de 18 ans. Vous êtes en train de faire une généralisation qui n'a pas de sens. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que quand on ne contrôle pas, d'une part, l'âge, parce que là, l'âge n'a pas été contrôlé puisqu'il avait 25 ans et non 18 ans, et quand on trouve quelqu'un dans une gare avec un choix, on le garde en France, je suis désolé. Mais le problème, c'est qu'il y a un entretien de 20 minutes avec quelqu'un de la Croix-Rouge pour déterminer s'il a oui ou non plus de 18 ans et que 90% de la décision finale se base sur cet entretien de 20 minutes. Tout ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous, c'est cela qu'il faut revoir par contre. François Coq, je vous parle du moment où en Gare du Nord, il est interpellé avec un choix. Voilà. Je suis d'accord aussi sur ce point-là. Et là, dans ce cas-là, on le prend, on le ramène dans son pays d'origine. Terminé. On ne veut pas de gens comme ça en France. D'autant plus que celui-ci, en particulier, déteste la France. Je suis désolé. Oui, je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important. C'est vrai, et là où M. Coq a raison, l'État a lâchement sous-traité une partie de la responsabilité aux acteurs de terrain et notamment aux associations. Vous avez parfaitement raison de le dire et c'est un scandale. Moi, je suis favorable à l'idée que sur les enjeux essentiels, sur les enjeux régaliens, l'État prenne ses responsabilités. Et la maîtrise des frontières, c'est l'enjeu régalien par excellence, et évidemment, cela est du ressort de l'État. Mais à côté de ça, il y a des principes qui devraient être simples. Quand quelqu'un décide de venir en France, il vient en France, d'abord, excusez-moi d'être aussi basique, il vient en France parce qu'il aime la France, parce qu'il désire la France, parce qu'il estime qu'il a d'abord quelque chose à apporter à la France et que la France a quelque chose à lui offrir, mais pas des subventions ou de l'argent, quelque chose qui correspond à un idéal. C'est ça, faire corps avec la France. Une immigration qui fonctionne, c'est une immigration où vous avez le rêve du pays dans lequel vous vous rendez. C'est un principe de base. Donc, effectivement, vous parlez des 20 minutes d'entretien avec la Croix-Rouge, ce n'est pas son rôle, mais lorsque un immigré, quand bien même est-il mineur, quand bien même fait-il une demande d'asile, lorsqu'il est entre les mains des autorités publiques, la première chose que nous devons valider, c'est est-ce qu'il a sa place parmi nous, est-ce qu'il a envie d'être parmi nous? Si ce n'est pas le cas, il s'en va. Et peu importe ses problèmes psychologiques ou autres, ce n'est pas notre problème. Ouais. Maintenant, ce que vous dites, c'est la théorie, Rafik Smati. Je pense que le désespoir qui pousse ces jeunes à partir de leur pays fait qu'ils arrivent en France sans bien savoir où ils sont, avec des rêves, avec enfin voilà, ça reste encore, je pense, assez abstrait. Et qu'il y a, et certains auditeurs nous disent, mais pourquoi ne pas aider leur pays? Pourquoi ne pas aider ces pays? C'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Être obligé de fuir certains pays, en particulier des pays d'Afrique, c'est absolument tragique. Là où vous avez raison, c'est que ce que je viens de vous dire est en effet en grande partie théorique. Mais l'immigration n'est pas une science exacte. Elle repose en grande partie sur le discours, sur le message que l'on envoie dans le monde. Si le message que l'on envoie est un message de « c'est open bar, vous pouvez venir, de toute façon on vous accueillera et on vous prendra en charge », ce n'est pas la même chose que si nous envoyons le message que nous tenons sur ce plateau, qui consiste à dire « attention, si tu décides de prendre ton bateau et de venir en France, il va se passer des choses, tu vas passer un certain nombre de tests et on va valider le fait que, 1, tu as ta place ici et 2, que tu aimes la France ». Rien que dans le discours et dans le message que l'on envoie, ça peut avoir un impact important sur les flux migratoires. On a une auditrice, Laurence, qui nous appelle de Paris. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. D'abord, première réaction à ce que vient de dire le monsieur. Ça me fait hurler de rire quand il dit on les accepte s'ils aiment la France. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la France? Rien. On ne peut pas leur demander d'aimer la France. Est-ce que lorsque vous voyagez ou vous installez dans un autre pays, on vous demande si vous aimez ce pays? Mais c'est n'importe quoi. Ce sont des gens qui sont en désespoir.
Alors moi, je veux dire que j'ai accueilli plusieurs familles différentes de migrants qui n'avaient pas leurs papiers et qui se sont, après plusieurs mois et voire plusieurs années, se sont parfaitement réinsérés, des musulmans. Mais surtout, je veux réagir à propos des mineurs. Les mineurs, c'est absolument faux ce qui a été dit, on fait des tests osseux. Moi, j'ai la preuve. Ça n'a pas été le cas, madame, pour celui-ci. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Non, mais qui parle là, s'il vous plaît? Patricia Balme et puis Valérie. Ah oui, alors c'est expert. vous. Alors vous, votre discours, vous pouvez le garder. Hein. Non, mais ça n'a les pas tests, été... Laurence, les tests ne sont pas faits systématiquement. Ça n'a pas été le cas pour lui, mais vous avez un discours, madame, qui est vraiment insupportable. Voilà, donc alors, je peux vous dire quelque chose, Laurence, ma fille travaille dans une association auprès de mineurs isolés, donc je connais un peu le sujet, et elle me dit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont pas eu de test et qui visiblement ont plus de 18 ans. Alors ça n'en fait pas pour autant des délinquants, ce sont des jeunes qui ont envie de s'insérer, etc. Mais le test osseux, il n'est pas fait systématiquement pour les mineurs et même sur ceux pour lesquels on a des doutes. il faut les renvoyer chez eux, ils n'ont rien à faire en France. Écoutez, elle a dit ceux qui sont arrêtés avec un couteau de boucher, avec un hachoir. En Gare du Nord, un hachoir. Ce n'est pas le discours que l'on entend tout le temps. Il y a une espèce de racisme. Attendez, on est combien de millions en Europe? On ne peut pas accueillir les gens, on ne peut pas s'en occuper. Bon. Non, mais le problème, Laurence, Hassen Amou voulait intervenir. Le problème, c'est ce qu'on disait, ce qu'on a évoqué, c'est que l'État a sous-traité à des associations, donc qui se retrouvent totalement démunis face à cette question. Il y a eu un abandon de l'État sur ce sujet. Hassen, vous voulez réagir à ce que vient de dire Laurence ? mais je crois que le discours et le dialogue qu'on a est très symptomatique en réalité. La problématique, elle est simple. L'État s'est totalement désengagé, y compris le gouvernement Hollande, de ces questions-là, qui sont des questions très importantes. Et il se trouve que moi, je pense qu'on doit faire preuve d'humanité à l'égard de certain nombre de personnes qui viennent sur le territoire. Mais je crois que ce serait faire preuve de faiblesse de faire croire qu'aujourd'hui, donc ce pays a les capacités d'intégrer tout le monde. C'était pas vrai. On n'a pas les moyens de le faire. Et il n'y a rien de fatal pour le mineur qui était renvoyé au Maghreb parce que le Maghreb, voilà, il va s'y retrouver parmi les siens, etc. Et il y aura pas de conséquences. Et souvent, je vais même dire quelque chose, puisque nous aussi à Marseille, j'ai accompagné des amis et on a défendu un certain nombre de mineurs isolés qui eux étaient suivis, mais qu'on avait délogés. Enfin, ils sont toujours en contact avec la famille. Donc ils ont les téléphones, ils ont le lien. Le lien, il n'y a pas une rupture de lien avec la famille sur place au Maghreb. C'est même d'ailleurs parfois l'initiative de la famille qui rejoint la France. Donc je pense qu'il doit y avoir on doit s'occuper d'eux. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'ils sont visibles ces jeunes-là, parce qu'il suffit de descendre dans la rue pour les voir. Absolument. Donc c'était plus ils sont partout dans toutes les villes. Ouais. On les voit dans toutes les villes. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler d'Emmanuel Macron et de sa communication, pour le moins étonnante. À tout de suite. Et on va changer de sujet. Une auditrice m'envoie tout de même un message en me disant qu'il y a 3 ans d'écart de marge d'erreur sur les tests osseux et que certains d'entre eux refusent de s'y soumettre et qu'il faut leur accord pour pouvoir le faire. C'est un silence donc qui a interloqué celui d'Emmanuel Macron, qui n'a officiellement pas réagi après l'attaque au hachoir, donc qui a fait 2 blessés, vous le rappeliez tout à l'heure, Patricia Balme, interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse à Vilnius, puisqu'il est en visite pour 3 jours. Le président a balayé d'un revers de la main ses critiques. Il dit le président de la République n'a pas vocation à commenter, mais à agir. On peut s'étonner. Et à ne pas être jugé sur ses tweets. Oui, et à ne pas être jugé sur ses tweets. Il garde le silence peut-être pour prononcer son discours sur le séparatisme vendredi. Il dit qu'il ne faut pas se précipiter, mais c'est quand même au-delà, c'est plus qu'un fait divers. Quand on voit il a appelé, et c'est sans jugement de valeur, mais qu'il a appelé Daniel Obono après l'article dans Valeurs Actuelles, on se demande pourquoi il n'a pas appelé la famille de ces jeunes, puisqu'il a clairement dit que ses services étaient en contact avec la famille. Donc c'est vrai que parfois on lui reproche d'être partout, mais là, c'était peut-être, vous qui êtes communicante politique, Patricia Balme, un moment où il aurait peut-être pu s'exprimer ou tweeter.
Vous savez quel a été le problème? Le problème, c'est la ligne de communication qu'un président de la République choisit. Emmanuel Macron nous a habitués à tweeter pour des choses d'ailleurs de moindre importance. Et il tweete souvent, il envoie des messages. Et comme sur ce fait particulier, ce drame, il n'a pas tweeté, il n'a pas envoyé de message, eh bien les Français le lui reprochent parce qu'il n'a pas réagi. Effectivement, là, il y a une forme d'incohérence dans sa communication, où on réagit sur tout, mais en particulier sur un sujet comme celui-ci, qui méritait une réaction. Et là, il n'a pas réagi, il a été pris en défaut. Et c'est là l'erreur de communication, mais même de ses services. Je ne sais pas si le président tweet lui-même et s'il envoie les messages lui-même à chaque fois, mais en l'occurrence, sur ce drame, eh bien, il a été absent et c'est ce que les Français lui reprochent parce qu'il les a mal habitués. Oui. François Coq. Oui. Je crois qu'au-delà même de la séquence de l'attentat de vendredi, Emmanuel Macron est de plus en plus absent. On a noté depuis quelques semaines qu'il était rentré dans une stratégie de la défausse. Vous avez vu avec la crise du coronavirus où il a laissé les préfets prendre les mesures sans leur donner d'ailleurs de cadrage, et ce qui derrière donne finalement une forme de fronde territoriale. On a vu qu'il a laissé faire le yo-yo entre Jean Castex qui, il y a 10 jours, ne prône aucune mesure, même un assouplissement des règles face au coronavirus, et une semaine plus tard, Olivier Véran qui vient donner un tour de vis, notamment sur Marseille. Et ce que je crois profondément, c'est que Emmanuel Macron abandonne les Français pour les électeurs. Il n'est plus président, il est déjà candidat. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de créer une majorité présidentielle. C'est ça qu'il est en train de structurer. D'ailleurs, on voit fleurir, on l'a vu depuis quelques jours, les premières affiches de campagne du futur candidat. Emmanuel Macron est en train de basculer dans autre chose et il ferait mieux de s'occuper du quotidien parce que l'actualité est riche. Je vois bien qu'il essaie de prendre de la hauteur sur les sujets internationaux et géopolitiques, mais il aurait plus besoin de s'occuper aujourd'hui, je crois, du terrain. Ça va dans votre sens, hein, cette intervention sur le Liban, cette visite à Vilnius. Rafik Smati, votre commentaire sur ce silence? Je suis favorable fondamentalement à l'idée d'une parole rare d'un président de la République. Oui, mais pas d'un seul coup comme ça, quand on a parlé tout le temps. J'y arrive. Je crois qu'un président de la République, plus que quiconque, ne doit pas être prisonnier de l'instant et ne doit pas être prisonnier des réseaux sociaux. Il y a, quand un événement arrive, il y a un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, et donc le président de la République ne devrait pas être obligé, contraint de s'exprimer de manière permanente. Sauf que, et c'est là où il faut émettre une nuance importante, sauf que lorsque l'on a habitué les citoyens à une communication de l'instant, voire souvent de l'accessoire, voire une communication lâche, où on fait annoncer par ses ministres ou son Premier ministre les mesures difficiles, et on se réserve pour soi-même les mesures populaires. Exemple, la dernière en date, quand Emmanuel Macron est sorti la semaine dernière pour annoncer, lui, président de la République, le congé paternité obligatoire. Là, effectivement, on ne comprend pas. Ou quand vous avez donné l'exemple du soutien qu'il a apporté à Madame Obono, ou quand a été fait la communication sur le fameux coup de fil passé à Jean-Marie Bigard. Donc, effectivement, lorsqu'on est dans une communication où on contacte Bigard et où on le fait savoir, là, effectivement, nous sommes, nous, en tant que citoyens, dans l'exigence d'une réaction présidentielle lorsqu'un attentat hautement symbolique se produit, hautement symbolique parce que je rappelle qu'il renvoie aux attentats de Charlie Hebdo et on sait à quel point ça a meurtri notre pays. Donc fondamentalement, je suis contre le fait de mettre un ultimatum sur la tête d'un président de la République en lui disant tu dois intervenir, sauf que lorsqu'il est dans l'accessoire, lorsqu'il est dans l'instant et lorsqu'il est souvent malheureusement dans le gadget et lorsqu'il n'intervient pas pour un événement de cette ampleur, oui, c'est une faute. Oui. Alors, dire qu'il se réserve pour son discours sur le séparatisme, c'était pas trop d'avoir un tweet en condamnant le terrorisme et soutenir les victimes d'une manière ou d'une autre, même de façon assez rapide, mais qui est une parole au moins du président. Et c'est une erreur de communication, Valérie. Oui. Ça s'appelle une erreur de Hassan Amou. Je crois que d'abord, le pays traverse une crise grave.
avec le coronavirus, les conséquences économiques, et qu'effectivement, on a besoin d'un président de la République qui soit sur le front et qui vienne expliquer un petit peu quels vont être, que va être l'avenir pour notre pays. En revanche, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il a manqué à son devoir de ne pas répondre et de ne pas apporter sa compassion aux victimes de l'attaque de ce terroriste. Après, les coups de téléphone, vous en avez cité quelques-uns, Obono, Diard, je vais citer aussi Zemmour. Donc, pour équilibrer le débat, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est voulu le président de l'hypercommunication, de celui qui ne s'embarrasse pas des protocoles et qui se permet de prendre son téléphone et d'appeler. Alors, ça peut être discuté dans un autre temps, de toute façon, de dire est-ce que c'est bien qu'un président de la République, à un moment donné, essaie de se mettre à niveau et justement descendre son piédestal pour essayer de discuter avec les uns et les autres. Je ne sais pas si j'ai pas véritablement d'avis là-dessus. En revanche, on traverse une crise et on a besoin d'un président présent et aux manettes. Alors, pas sur tous les sujets, effectivement, mais sur le sujet du terrorisme, puisque ces dernières années, notre pays est durement frappé par période de ces drames dans lesquels on a malheureusement prise, mais peu de prise aussi. Donc, je pense qu'il aurait dû monter au créneau et avoir un message de compassion pour les victimes. Oui. Donc ce discours en tout cas est très attendu vendredi sur ce sujet, cette annonce, enfin ces annonces qui ont été de nombreuses fois repoussées font qu'on attend une parole forte et claire du président sur le sujet. Quelques mots puisque je l'avais annoncé en début, donc hier Rachida Dati a accordé une interview au quotidien britannique The Time. I want to be president. Je veux devenir présidente. J'ai combattu l'élite française, maintenant je veux être présidente. C'est ainsi qu'elle l'a annoncé hier. Elle profite effectivement d'une place vacante chez les Républicains et dans le même temps, Anne Hidalgo commence également à semer des petits cailloux en disant que pourquoi pas, elle y réfléchit. Enfin, en tout cas, son entourage se charge de le faire. Une réaction à cette candidature, Patricia Balme? Alors, moi, je dirais deux choses. Concernant Anne Hidalgo, c'est vrai qu'elle peut fédérer la gauche, les écolos, le Parti socialiste qui est à terre et en miettes et en mal de candidats. Mais au secours, si elle fait de la France ce qu'elle a fait de Paris, j'espère que les Français des territoires ne voteront jamais pour elle. En ce qui concerne Rachida Dati, je serai assez brève. Elle profite pour l'instant du vide, et la nature a horreur du vide. À part Bruno Retailleau, chez les Républicains, il n'y a personne. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont sortis des Républicains. Donc elle se dit, pourquoi ne pas combler l'espace. Et puis Rachida Dati brille ainsi la politesse au futur éventuel candidat à la candidature. Mais vous ne trouvez pas ça dément qu'on parle de ça en ce moment? On est dans une crise sanitaire, une crise économique. C'est pas dément, c'est déplacé. C'est totalement déplacé. Mais on a bien eu Dupont-Aignan et Marine Le Pen qui ont annoncé aussi leur candidature donc à la présidentielle. En même temps, Hidalgo, tout le monde parle d'elle sans qu'elle s'exprime réellement sur le sujet. Donc effectivement, Hidalgo, on verra bien ce que ça donne. Je pense que la gauche se cherche un leader et je pense que Patricia a très bien décrit ce qui se passait aussi. Du côté des LR, tout le monde avait proposé leurs espoirs sur le président des maires qui était, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. François Baroin qui ne sera pas qui ne sera pas candidat. Et donc je pense que Rachida Dati, je pense qu'elle le fait aussi pour embêter un peu sa famille politique et voilà, dire je suis là quoi. Et je pense pas qu'il y ait rapidement, Rafik Smati. Je trouve dramatique et extrêmement décevant, voire pathétique, de faire une annonce de candidature dans la presse internationale. On est loin de Jacques Chirac en 1994 qui annonçait sa candidature dans la presse quotidienne régionale française. Mais Rachida Dati n'est pas Jacques Chirac. Je veux simplement dire, ça je vous le fais pas dire, je voudrais simplement dire que l'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu de télé-réalité. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se prépare et qui se travaille. On ne peut pas, pendant des mois, pour l'une comme pour l'autre, dire « moi, mon objectif, c'est Paris, j'ai de grandes ambitions pour Paris », et au lendemain des municipales, dire « non, mais finalement, mon ambition, c'est pas Paris, c'est la France, et puis je vais voir ce que je peux faire parce que je représente quelque chose ». C'est pas ça la présidentielle, ça se travaille, ça se bosse, ça ne s'improvise pas, on n'est pas dans un jeu de télé-réalité, ou alors
Guy Debord a largement gagné la partie en entérinant le fait que nous soyons dans la société du spectacle. Société du spectacle. Bon, François, je suis désolé, ce sera pour la prochaine fois. Je vous parlerai la prochaine fois du décalage indigne entre tous ces politiques et la vie réelle du pays. Bah voilà, vous avez dit en quelques mots ce que doivent penser pas mal de gens. Merci à vous, merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff dans tous ses états et nous, on se retrouve demain